Alors, bah, let's go. Oula. Donc, bonjour à tous. Donc, moi, c'est Gilbert Nzeka. Donc, pendant à peu près 2 heures, on va apprendre les rudiments et plus, parce que vous allez voir qu'on va traiter de sujets comme la gamification vers la fin. Donc, les rudiments de comment mener un audit ergonomique. Alors, mener un audit ergonomique, le but, c'est de comprendre déjà avant ce que c'est l'UX et l'ergonomie. Donc, je reviendrai sur cette notion, sur ces diverses notions qui entourent l'UX et l'ergonomie. Alors, pour commencer, on parle du UX design, d'ergonomie. Mais la question qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce que le design? Alors, là, on ne pourra pas faire d'échange parce qu'en plus, Romaric n'a pas son micro, mais la question que j'aime bien poser à chaque fois, c'est qu'est-ce que pour vous le design? Et généralement, j'ai 2 réponses sur 3 qui sont à côté de la plaque. Parce que pour les gens, le design, c'est juste le look and feel. Non, le design, c'est réellement comment les choses fonctionnent. Et je crois que l'apôtre du design le plus célèbre est Steve Jobs. Il nous a fait quand même des téléphones à 1500 € qui servent certes à faire autre chose que téléphoner, mais quand même. Pourquoi? Parce qu'il a designé ses produits, que ce soit le MacBook, que ce soit les iPhones, avant les iPods et j'en passe, de telle manière qu'elles soient fluides et simples à utiliser. Et c'est vraiment ça qu'on va être amené à faire, c'est qu'une fois que vous aurez fait votre audit, il faudra améliorer tout ça pour que la personne ne réfléchisse jamais lorsqu'elle va utiliser votre application. Alors, le programme de ce meetup, donc, on va parler un peu du X, des quelques définitions. Et après, on va apprendre à connaître ses utilisateurs. Ah, je vois qu'en grand, malheureusement, utilisateur est passé en dessous. Donc, vous ne voyez pas le terme utilisateur. Donc, connaître ses utilisateurs. Après, on va s'intéresser à l'aspect psychologique de nos utilisateurs. Parce qu'il y a plein de biais cognitifs qu'on va pouvoir exploiter pour tout simplement s'assurer que les personnes vont être amenées à faire ce que l'on veut lorsqu'on apprendra à manipuler ces biais cognitifs. Après, on va apprendre à structurer l'information avec des treat cards et on va voir quelques notions avancées. Et tout au long de cela, je vous expliquerai comment mettre en place votre audit. Donc, comme je l'ai dit dans le mail que vous avez dû recevoir il y a 1 heure ou 1 heure et demie, l'idée c'est que ça se fera en 2 temps. D'abord, il y a une partie qui est une partie théorie d'une heure 30 max, ça dépend si vous avez des questions, dans laquelle je vais vous donner pas mal d'informations. L'idée, c'est qu'ensuite, je vais tout simplement vous proposer de choisir une application, de choisir un site. Donc, ce que j'aime bien, c'est que les gens aient eux-mêmes directement leur site qu'ils aimeraient bien analyser et auditer. Si ce n'est pas le cas, j'ai toujours sous la main quelques applications intéressantes qu'on peut analyser. Et au pire, on a toujours les mastodontes comme Netflix, Spotify. Même si ils sont très, très bons en UX, il y a toujours des choses à améliorer. Et l'idée, c'est que vous fassiez donc un audit sur ça, en solo ou en groupe. Et ensuite, quelques jours plus tard, quelques heures plus tard pour des plus rapides, on se revoit en visio, vous me présentez votre audit et je vous donne quelques pistes d'amélioration de l'audit. L'idée, c'est quoi? C'est que vous puissiez repartir avec cette formation avec des outils que vous allez pouvoir appliquer directement sur vos projets. Ok. Alors, pour commencer, on va s'intéresser à Netflix. J'en parlais pendant quelques minutes. L'idée, c'est que je vous montrer à quel point l'UX est très important et malheureusement, on ne le voit jamais. On ne le voit pas parce que si l'UX est bon, le service est bon. Si l'UX n'est pas bon, ça se sent directement. Mais pourtant, derrière, les gens ne savent pas ce que c'est l'UX et ne connaissent pas vraiment ce que c'est l'UX. Donc, on va prendre l'exemple de Netflix, que je pense que tout le monde connaît. À la base, Netflix, donc créé en 1997, était juste un service de DVD. Alors, pour information, ils vendent toujours des DVD, en tout cas la location de DVD aux États-Unis. Juste aux États-Unis. En 2007, soit presque 10 ans après, c'est là qu'ils ont racheté le streaming. Et il a fallu attendre 4 ans de plus pour qu'ils commencent à produire leur propre contenu. House of Cards, Lilyhammer, Orange is the New Black, et j'en passe. Au fur et à mesure, ils ont racheté des nouveaux titres constamment. Comment est-ce que Netflix a réussi à, excusez-moi l'expression, défoncer la concurrence? On va dire clairement et purement et simplement. Ils n'étaient pas les premiers à se lancer sur le secteur des DVD. Je ne sais pas si vous en souvenez, à l'époque, nous en France, on avait des vidéos futures. Aux États-Unis, ils avaient des concurrents bien plus gros qu'eux. Finalement, ils ont réussi à survivre sur le marché de la location de DVD, alors que tous les concurrents ont disparu. Mais en plus, ils ont réussi à racheter le streaming dessus.
à créer du contenu en plus. Et demain, qu'est-ce qu'ils nous réservent? On verra bien. Eh bien, ils font ça et ils ont réussi ce tour de force grâce à toutes les données qu'ils collectent sur leurs utilisateurs. Des données qui leur permettent de pouvoir analyser le comportement de leurs utilisateurs et d'améliorer constamment leur service. Je prends un exemple très simple, le binge watching. C'est quelque chose que nous, on fait pratiquement tous maintenant. Dès que la série est finie, en tout cas que l'épisode est fini, on passe rapidement à l'étape et à l'épisode suivant. À l'origine, Netflix n'a pas inventé le binge watching. En fait, il a analysé un trend qu'il voyait dans ses données. Il voyait que les gens passaient rapidement d'épisode en épisode. Sauf qu'à l'époque, avant que le bouton apparaisse, il fallait revenir avant, retourner dans la liste des épisodes et aller à l'épisode suivant. Et ainsi de suite. En voyant ce trend apparaître, ils se sont dit, il faut qu'on améliore notre solution. Et c'est comme ça qu'est apparu le petit bouton passer à l'épisode suivant. Et ça a été le début de ce qu'on appelle cette notion de binge watching, c'est de regarder constamment. Alors en plus, il lance automatiquement au bout de 5 ou 10 secondes, si mes souvenirs sont bons, la prochaine vidéo. Donc ça, c'était le début du binge watching. Et comment le binge watching est né? Tout simplement parce qu'ils ont analysé leurs utilisateurs et leurs comportements. Ils font constamment du A/B testing. Est-ce que vous connaissez le terme de A/B testing? Oui. Parfait. Donc j'ai besoin de le définir. Et en fait, j'ai commencé par la fin, mais ils faisaient déjà de l'analyse depuis le début. Dès 2000, alors qu'ils faisaient encore du DVD, ils avaient lancé leur produit Cinematch, qui analysait, demandait, récupérait énormément d'informations sur ce que voulaient voir leurs utilisateurs. Parce qu'ils avaient un problème, Netflix. Ils avaient offert dès le début, pour pouvoir concurrencer leurs concurrents directs, ils avaient décidé de mettre en place un système très simple. Ils disaient qu'il n'y avait pas de frais de retard. Sauf que, si vous en souvenez, avec les vidéos futures et j'en passe, on avait 5 € de frais de retard. Après, ça se rajoutait des euros en plus. Netflix, il avait annulé tout cela. Donc, il devait s'assurer d'avoir constamment en stock les films qui seraient demandés. Sinon, s'il n'a pas en stock, les gens iraient voir la concurrence. Et donc, pour cela, il devait analyser les trends, les tendances et prédire les films dont les gens pourraient avoir envie de regarder plus tard. Et dès le début, ils avaient lancé un système qui s'appelle Cinematch, qui était l'ancêtre de leur solution du X fait maison. Alors, Netflix, c'est tous les jours des tests. Il suffit d'aller sur Netflix, vous allez vous rendre compte, avec 2 comptes différents, vous allez vous rendre compte que, par exemple, des fois, pour la même série, les 2 comptes ont une affiche différente, une image d'affiche différente pour le film ou la série. Comment est-ce qu'ils font ça? A/B testing. Et pourquoi ils font ça? Parce qu'ils sont capables d'analyser qui vous êtes, et comme ils veulent absolument que vous regardiez une série, surtout à cette période de confinement, je crois qu'ils doivent se faire plaisir, ils vont tout simplement vous fournir l'image qui va déclencher l'envie de regarder la série. Et comment ils le savent, ça? Grâce à une analyse constante du comportement des utilisateurs. L'UX, c'est ça. C'est une fois que j'ai lancé ma solution, je continue à analyser tout ce que font mes utilisateurs pour pouvoir améliorer mon service. Nous, on ne va pas aller jusque-là parce qu'on va commencer plutôt par la base. C'est avant même de lancer mon service, qu'est-ce que je mets en place pour pouvoir me proposer un service de qualité. Et une fois que j'aurai lancé le service, on s'intéressera à quand je vais faire une refonte ou une amélioration de mon service, comment je fais l'audit. Est-ce que c'était clair jusqu'à présent déjà? Très clair. Parfait. Alors, l'UX, qu'est-ce que c'est? C'est un processus qui est tourné vers les utilisateurs. Dans cette phrase, on a tout dit. Un processus, ça veut donc dire que c'est quelque chose qu'on va mettre en place, qui va, théoriquement, si on l'a bien mis en place, se dérouler plus ou moins tout seul. Je dis plus ou moins parce qu'il faudra quand même que vous soyez derrière. Il y a quand même une intervention humaine qui est nécessaire. Ce n'est pas totalement automatisé. Le deuxième mot important, c'est utilisateur, tout simplement parce qu'il ne faut pas partir du principe que vous savez tout ce qu'il faut mettre sur le site. Vous ne le savez pas. Ce sont vos utilisateurs qui le savent. Et des fois même, l'utilisateur lui-même ne sait même pas ce qu'il veut. Donc, il faudra apprendre à le questionner pour pouvoir récupérer les bonnes informations. Ça, malheureusement, ça arrive très souvent. Alors, comme je le disais, une priorité, c'est l'utilisateur. Donc, qu'est-ce que l'utilisateur? C'est vous, moi, mes frères, mes sœurs, nos amis, et ainsi de suite. Qu'est-ce qu'on veut d'eux? On veut obtenir le plus d'informations possible sur leurs habitudes,
leurs besoins, leurs attentes, leurs perceptions, leurs émotions, leurs peurs, leurs freins et surtout leurs motivations. Pourquoi est-ce qu'ils seraient amenés à utiliser votre application, votre site, votre service? C'est ça qui compte pour nous. Il faut qu'on arrive à récolter toutes ces informations-là. Alors, l'UX design a pour but ultime, c'est le Graal de tout UX designer, de créer ce qu'on appelle une expérience dite réussie. C'est une expérience qui fait que les gens, lorsqu'ils vont utiliser votre application, vont pouvoir le faire de manière aisée, sans réfléchir, sans être freiné par quelque chose, sans être frustré par exemple, j'ai perdu mon mot de passe. Là, il faut que vous l'aidiez à récupérer le mot de passe très rapidement. Et dans le meilleur des cas, il faudrait que tout ce qu'il est amené à réaliser, toutes les tâches qu'il est amené à réaliser sur votre site, lui procurent des émotions agréables et positives. Dans le meilleur des cas. Parce que parfois, on verra qu'on peut être amené à vouloir déclencher des émotions négatives dans le but de l'amener à faire quelque chose. Je prends l'exemple de Duolingo, parce que je me suis lancé depuis 3-4 jours à apprendre l'espagnol et réapprendre le chinois que j'avais appris à l'école. Tous les jours, Duolingo me dit « Gilbert, il faut que tu finisses ton truc. Tu vas perdre ta position et ton positionnement dans le classement. » Donc, il joue sur des émotions négatives de « Attention, si je ne me connecte pas pendant 10-15 minutes aujourd'hui, je vais perdre mon classement. » Et je continue à y aller tous les jours. Donc, on peut aussi des fois être amené à jouer sur des émotions dites négatives, et on verra comment faire plus tard. Alors, nous, on va s'intéresser aujourd'hui surtout à l'ergonomie, qui est la petite fille bien-aimée de l'UX. Parce qu'avec l'UX, je récupère des informations sur l'utilisateur et j'apprends à mettre ou plutôt à créer l'expérience la plus optimale pour lui. L'ergonomie, c'est comment on va créer cette expérience. Donc, on verra par exemple les 6 règles universelles pour moi de l'ergonomie tout à l'heure. Alors, toute cette partie-là, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, vous les aurez dans les slides, quoi qu'il arrive. Je vais avancer pour qu'on puisse être à l'heure. Alors, le projet fil rouge, c'est quoi? Ça va être l'audit. Donc, l'idée, c'est que en solo ou à deux, si vous voulez le faire à deux, ça peut toujours être très bien, vous allez devoir vous choisir un site ou une application sur laquelle vous allez vouloir faire l'audit. L'idée, c'est comme j'ai dit tout à l'heure, je reviendrai vers vous d'ici quelques jours ou d'ici quelques semaines si vous pensez avoir besoin de plus de temps pour que vous me présentiez votre audit et je vous ferai un retour par rapport à ça. Non, bien entendu, c'est gratuit. Hein. Ne pensez pas que je vais vous faire du coaching, du consulting. C'est la suite logique pour moi de cette masterclass, de ce meetup. Donc, je reviendrai vers vous gratuitement pour pouvoir faire l'analyse de l'audit que vous aurez réalisé. Et si vous n'avez pas d'idée de site, on prendra les classiques. Netflix, Spotify, Le Bon Coin, c'est un exemple assez bien. Asos, HL de vêtements, et plein d'autres sites que je pourrais vous donner si vous voulez analyser des sites déjà existants sur lesquels on peut toujours améliorer quelque chose. Moi, j'ai une idée dans le sens où j'ai repéré il y a quelques semaines, quelques mois, un acteur qui se rapproche de ma proposition de valeur. Donc, il pourrait être un acteur que je pourrais analyser à défaut d'être mon site. Ce serait une analyse concurrentielle. Parfait. Ok, on peut faire ça. Et vu que c'est encore assez émergent, que du coup, je vois que leur volonté, c'est un petit peu de travailler le product market fit. Si ce n'est pas suffisant en termes de matière, d'arborescence de page, j'ai une autre option qui fait partie de mon univers concurrentiel. D'accord, parfait. Et toi, Romaric, en tout cas par écrit, est-ce que tu as une idée de site déjà ou pas du tout? Site ou application mobile. Hein. Je dis site, des fois j'ai des étudiants qui aiment bien étudier l'application Citymapper. J'adore ce qu'ils font de la gamification et du design émotionnel. Ils sont les meilleurs à ce niveau-là, en tout cas en application de gestion de trajet, je sais pas comment, déplacement et trajet. Ils sont très très bons à ce niveau-là. Voilà, donc site ou application mobile, hein, tout ce que je vous apprends, c'est aussi bien pour les deux. Ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de différence. Alors,
Ok, parfait. Merci, Tu Romain. veux que je te donne moi l'URL ou tu… Plus tard. Ok. Ok, d'accord. Mais en soi, oui, je te prendrai l'URL parce que pour que je puisse moi aller voir déjà en amont et t'orienter si nécessaire. Alors, Ok. organiser l'audit ergonomique d'un site dans le but de l'améliorer ou de le développer. Déjà, qu'est-ce que c'est un audit? Donc, c'est analyser tout simplement un site ou une application pour savoir s'il correspond aux besoins de vos personas, de vos utilisateurs. Je préfère les réécrire parce que on pourrait malheureusement, avec certaines directions entreprises, se dire on va faire un audit pour juste améliorer l'aspect de tel ou tel bouton. Non, non. Moi, dès que je suis appelé, quand on me dit ça, non. Appelez quelqu'un d'autre pour faire ça parce que je ne suis pas graphiste. Le but, c'est de savoir qui sont vos utilisateurs, vos personas, et on va analyser le site, l'améliorer, dans le but que les personas s'y retrouvent et aiment votre site. Ça veut donc dire que les points de contrôle de l'audit seront toujours pondérés par les caractéristiques des personas. Ok. Pour faire cet audit, on a des outils qui existent déjà, des grilles, comme les heuristiques de Nielsen, les Bastiens et Scapin, les heuristiques d'Instone. Ça peut faire peur, comme ça, mais en fait, ils sont très simples. Nous, on est encore beaucoup plus simple que ça, parce qu'on va partir sur la grille des 6 règles de l'ergonomie. Plus tard, si vous voulez, vous pourrez toujours aller sur ces grilles existantes. C'est toujours intéressant parce que ce sont des grilles qui sont normées. Et pour ceux et celles qui potentiellement voudraient faire des audits pour des clients plus tard, pouvoir connaître ces noms et savoir utiliser ces grilles-là, ça sera toujours un apport intéressant dans votre métier. Alors, faire un audit, ça se fait en 3 étapes pour moi. Déjà, première étape, plutôt étape 0, ça va être de se mettre dans la peau des personas. Gilbert n'existe plus. Je suis Pascal, le persona qui va utiliser telle application. Ou Céline, la persona qui va utiliser telle application. Donc, c'est-à-dire qu'il faut que je m'imprègne de cette personne, ou plutôt de cet agrégat de personnes, parce que les personas, c'est un agrégat de personnes, pour pouvoir analyser le site par rapport et en me mettant à sa place. Une fois que j'ai réussi à faire ce travail-là, on va devoir, évaluer si l'interface traduit bien son utilité. Et ça, c'est vraiment le premier point. J'ai dit tout à l'heure, le but, ce n'est pas juste de savoir si le bouton a une belle couleur ou un arrondi suffisant. C'est de savoir si le site va être utile pour les personas. Donc, l'utilité est le premier point. Si déjà votre interface ne traduit pas l'utilité du service, il y a beaucoup de choses à faire. Il faut d'abord améliorer cela. Et une fois qu'on a fait cette première étape, la deuxième étape, ça va être de repérer les défauts dits interpages. Par exemple, est-ce que l'architecture de l'information est bien faite? Est-ce que les interactions sont bien choisies et bien faites? Est-ce que la navigation dans le site est bien? Est-ce que les enchaînements de pages de process sont bien? Par exemple, là, juste avant-hier, non, c'était hier matin, j'ai téléchargé la nouvelle application, en tout cas, c'est mis à jour l'application de Amazon. J'ai acheté Prime, donc j'ai 30 jours d'essai parce que je voulais tester un peu l'Amazon vidéo. Et je me suis rendu compte que Amazon avait enlevé en haut à gauche, qui était de base, la liste des catégories. En fait, on ne peut même plus accéder à toutes les catégories que propose Amazon sur son site. Alors, s'ils l'ont fait, c'est qu'il y a une raison, c'est Amazon. Mais là, déjà, pour moi, j'avais un problème de navigation parce que je ne pouvais même plus retrouver les catégories auxquelles j'étais habitué, catégories, livres, et après, chez ma recherche. Là, j'étais obligé de faire que ma recherche. Je n'ai pas d'autre moyen de pouvoir trouver mon livre. Donc voilà le genre de trucs qu'on va être amené à repérer. Et encore une fois, je le dis, pour moi, c'est un défaut ce que vient de faire Amazon. Mais moi, c'est moi, Gilbert. Si Amazon l'a fait, c'est qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait une majorité de personnes qui n'utilisaient pas leur menu burger avec les catégories. Donc, ils l'ont fait. Donc, il faudra toujours se mettre dans la tête des personas principaux, encore une fois. Je ne suis pas le plus gros acheteur chez Amazon. Alors, étape 3. On va commencer à s'intéresser maintenant aux défauts dits intrapage. Ça veut dire que vous allez détecter les bugs, les défauts qu'il y a à l'intérieur d'une même page. Je vais prendre un exemple très simple et très basique, mais ça peut être dupliqué à d'autres sujets. Si, par exemple, dans la même page, vous avez 3-4 polices de caractères qui se succèdent, il y a un problème. Ça fait ce que moi j'appelle une pizza aux anchois.
À moins que vous soyez fan de pizza aux anchois. Mais voilà, il faut éviter de faire ça. Okay. Alors. Ensuite, on va passer maintenant aux audits ergonomiques. Il y a donc un outil à avoir, c'est la grille. Excusez-moi, c'est une série ou c'est moi qui tourne? Non, je pense que c'est chez Romaric, je pense. D'accord, ok. Parfait. Donc, premier outil, ça va être donc la règle, les 6 règles de l'ergonomie que j'appelle. Donc, c'est un outil que je propose d'utiliser. Sinon, ça va être... Attendez, je vais mettre mute à la rigueur. C'est bon? Ok, parfait. Donc, la première règle, ça va être donc les 6 règles de l'ergonomie. Mais sinon, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça peut être aussi l'une des grilles de Scapin ou autre grille que j'ai présentée. Ensuite, prendre des notes. Donc, il faudra forcément avoir tout simplement une feuille et un stylo. C'est pour ça que je vous dis de prendre des feuilles et des stylos. Il faudra faire des captures d'écran parce que lorsque vous direz qu'il y a un problème à cet endroit-là, il faudra que vous puissiez le montrer. Donc, il faudra prendre une capture d'écran de l'espace où il y a un souci ergonomique. Il faudra tester la compatibilité technique parce que la technique a beaucoup d'importance également. Et ensuite, il faudra analyser l'accessibilité et la forme générale du site. Donc voilà les étapes que vous allez devoir réaliser pour pouvoir faire l'audit. Ne vous inquiétez pas, on va reprendre chacun des points pour vous donner toutes les billes nécessaires, toutes les connaissances nécessaires pour pouvoir y arriver. Alors, à quoi doit ressembler un audit? Voilà un exemple de page de résultat d'audit. Vous mettez à gauche une capture d'écran de la page ou de l'élément qui pose problème. Vous l'expliquez à droite. Vous expliquez la conséquence. Pourquoi c'est un problème? L'utilisateur risque de ne pas comprendre l'utilisation de ce filtre car il ne fait pas le lien entre les deux blocs. Et après, vous proposez vos recommandations. Alors, si c'est pour vous, vous pouvez très bien mettre que les points négatifs. Mais si par contre c'est pour un client, votre audit, soyez gentil et indulgent avec le client. Mettez quand même des points positifs pour lui dire qu'il y a quand même des bons points dans son site. Sinon, il risque de pleurer. Donc ça, c'est ce que je conseille toujours. Mettez quand même des points positifs pour qu'il comprenne qu'il n'y a pas que des points négatifs sur son site. Mais si c'est juste pour vous, soyez honnête avec vous-même et ne prenez que les points négatifs, les points à améliorer. Alors, première étape, lorsqu'on veut faire un audit, c'est d'abord, je dis, savoir qui est l'utilisateur. On y reviendra. Deuxième point, ça va être de faire un benchmark pour savoir ce que fait la concurrence. Comme je dis tout le temps, la copie, c'est la meilleure des innovations. Donc, savoir ce que fait le concurrent permet de savoir quoi faire ou quoi ne pas faire. Donc, c'est très bien, Julien, que tu aies prendre un concurrent pour analyser. Au moins, voilà, tu fais à la fois l'audit et le benchmark en même temps. Donc, le benchmark, donc, c'est un outil d'analyse de la concurrence pour pouvoir s'améliorer. Il existe plusieurs types de benchmark, le interne, le concurrentiel, le fonctionnel et le générique. Alors, je ne vais pas entrer dans les détails techniques de chacun des benchmarks. Je pense que vous comprenez le principe du benchmark. Ce qu'il faut retenir par contre, c'est quoi? C'est que vous allez devoir analyser de manière objective plusieurs points. L'aspect UX, l'aspect technique, l'aspect contenu, parce que parfois, ce qui peut faire la différence entre un site et un autre site, c'est le contenu que propose le client, le site en question. Des fois, le contenu est plus riche, plus varié. Ça peut être des vidéos qui rajoutent alors que l'autre site n'a pas de vidéo. Et c'est ça qui fait la différence entre le succès de l'un par rapport à l'autre. Donc, analysez le plus de facteurs possible. Je vous enverrai tout à l'heure ou demain matin une grille que moi j'aime bien utiliser, une grille d'analyse pour pouvoir faire un benchmark. Une fois que ça c'est fait, alors, excusez-moi, j'allais prendre un exemple, j'avais oublié de mettre la 7 sur l'exemple. Je ne sais pas si vous avez pu voir la mise à jour de Facebook. En tout cas, moi, je l'ai vu en début de semaine. Non, c'était samedi que je l'ai reçu. Alors, peut-être que vous la verrez, vous également, plus tard, ou à moins que vous l'ayez déjà. La nouvelle interface de Facebook ressemble à Twitter. Purement et simplement, c'est une copie de Twitter. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait un benchmark. Ils ont vu qu'il y avait des aspects intéressants chez Twitter, que les utilisateurs aimaient bien, et ils l'ont refait. Sur mobile? Web. Ah, sur web? D'accord, ok, Ouais. je vais regarder. Donc, si tu ne l'as pas encore, peut-être que tu peux voir en haut à droite, tu te dis passer à la nouvelle interface. Si tu ne l'as pas encore, c'est que peut-être qu'ils vont le sortir petit à petit. Ils font par vague généralement. Ouais, c'est souvent comme ça qu'ils font. Voilà.
Donc, pire, moi, je t'enverrai. Une fois, tu vas voir sur mon LinkedIn, tu verras, j'ai mis une capture d'écran. C'était vendredi dernier, je crois, ou samedi dernier. J'ai mis une capture d'écran de l'interface et ça ressemble vraiment à Twitter, purement et simplement. Moi, ça n'a pas changé. Pas encore? Ok. Bah, Ok. Non, tu non devrais c'est voir la moi, j'ai pas de configuration. changement. Donc, n'hésitez pas à faire des benchmarks. Alors, ici, j'ai marqué un mot qui peut des fois faire choquer et faire peur. C'est influencer. Influencer ou manipuler. Alors, il ne faut pas le prendre de manière négative. L'idée, il ne faut pas se mentir, c'est d'influencer nos utilisateurs pour qu'ils puissent réaliser une action. Par exemple, l'action, ça va être je veux qu'ils réservent à une séance de coiffure. Je prends ton exemple, par exemple, Julien. Voilà. Je veux qu'il réserve auprès de mon client une séance de coiffure. Et donc, moi, mon but, c'est d'accompagner mon client pour que sa cible puisse réserver facilement et aisément une séance de coiffure. OK. Eh bien, tu vas devoir influencer la cible pour qu'elle puisse tout simplement faire l'action. Et comment tu vas le faire? Grâce aux diverses règles de l'ergonomie qu'on va voir. Donc, il ne faut pas avoir peur de ce terme. Je ne suis pas là en mode gourou, on va les manipuler, quoique parfois il y a des sites qui le font. Ce qu'on appelle les dark patterns. Pour ceux qui voudraient aller voir ce sujet-là, je l'écris dans le chat. C'est une catégorie de l'ergonomie, c'est un secteur de l'ergonomie de l'UX dans lequel on va mettre en action que des concepts ergonomiques dans le but de vraiment manipuler et amener les gens à aller d'un point A à un point B sans qu'ils puissent s'en échapper. Et dans le meilleur des cas, sans qu'ils puissent se rendre compte qu'ils ont été manipulés. Donc, je n'irai pas jusque-là. Tu peux donner un exemple de dark pattern, justement? Amazon. Amazon, en tout cas, s'ils n'ont pas encore changé, je n'ai pas acheté depuis une semaine sur Amazon. Dans le panier d'achat Amazon, quand tu ajoutes un produit au panier d'achat, tu vas te rendre compte ou pas, en fait, que tu n'es plus sur le même site. Le menu disparaît. Le logo Amazon disparaît. Il n'y a plus rien qui appartient au site public sur le panier d'achat, sur l'espace privé pour acheter. Quel est le but d'Amazon? Amazon, son but, c'est que les gens achètent le plus rapidement un produit. Ils ne sont pas comme les autres sites e-commerce qui ont pour but de faire un panier d'achat énorme. Amazon, si tu achètes un produit, ils sont très contents, eux. Donc, ce qu'ils font, c'est quoi? C'est que grâce à ces dark patterns, ils vont tout simplement, grâce à des divers éléments sur la page, des boutons qui sont beaucoup plus visibles que d'autres, quelques liserés, quelques textes, quelques mentions, tu vas totalement oublier que en fait, tu n'es plus sur le site public d'Amazon. Et si tu essaies de revenir en arrière, tu ne pourras pas. Tu n'as pas d'option, à part cacher tout en bas, en gris, tu n'as pas d'option pour revenir au site public. Parce qu'Amazon veut que tu achètes le plus rapidement possible. Ok. Et d'autres exemples qu'on pourrait donner pour plein d'autres business. Alors, donc comme j'ai dit, je ne vais pas le répéter, le but c'est qu'on ait les habitudes, les besoins, les attentes, les perceptions et j'en passe sur l'utilisateur. C'est ça qui compte. Donc comment est-ce qu'on peut récupérer cela? On va voir juste après. Et à quoi ressemble un persona? Donc, est-ce que vous savez déjà tout ce que c'est un persona? Vous avez tous vu un persona déjà ou pas encore? Ouais. Parfait. Donc voilà un exemple de persona qu'on a fait pour un client. Encore une fois, un persona, ce n'est pas une personne fixe, c'est un agrégat de personnes qui se ressemblent. Et donc, ces personnes en général, en tout cas cette cible, avaient majoritairement en moyenne 24 ans, célibataires, habitaient sur Paris en appartement, étaient plutôt étudiantes ou designers en contrat pro, et ainsi de suite. On avait une idée des sites et applications qu'elle est amenée à utiliser, Doctolib, Airbnb, Uber, du type de device qu'elle est amenée à utiliser, de ses freins, de ses motivations, de ses attentes, de ses objectifs. Tous ces éléments sont importants. Je prendrai qu'un seul exemple, les applications. Si par exemple la personne vous dit qu'elle est fan et qu'elle utilise très souvent Facebook, Instagram, vous savez qu'elle est déjà habituée à ce qu'on appelle l'infinite scroll. Donc dans votre application, vous pourrez le mettre. Elle sera déjà habituée à cette feature, cette fonctionnalité. Si la personne vous dit qu'elle est amenée à acheter beaucoup Doctolib et Airbnb, c'est une personne qui met la sécurité et les informations du prestataire pour elle, c'est important. Voilà, je cherchais le terme. Pour elle, c'est très important. Ça veut donc dire qu'il faudra toujours dans votre site présenter vos prestataires, excusez-moi, avec une description complète, des étoiles,
des recommandations ou des commentaires et j'en passe. Parce que sur Doctolib, Airbnb, c'est le cas. Les gens ne choisissent pas un lieu pour aller dormir ou un docteur sans avoir vu des éléments sur lui. Donc tout ça nous aidera à pouvoir améliorer notre interface par rapport à notre persona. Alors, bon, bien entendu, je passe rapidement, mais je vais quand même le dire. Pour les devices, si vous voyez que majoritairement les personnes sont amenées à utiliser sur tablette ou mobile, ça veut dire que pour vous, vous allez pouvoir vous allez mettre l'accent sur ce device-là et pas sur d'autres. Voilà, c'est aussi ça que ça peut aussi servir à cela. Alors, comment faire pour avoir des informations sur nos cibles? Eh bien, il existe deux types de recherches, les quantitatives et les qualitatives. Les qualitatives, c'est par exemple l'observation, les focus group ou l'interview. L'interview, c'est le plus basique, c'est plus facile pour moi. Je vais appeler une personne, ou je vais la faire venir chez moi, dans mes bureaux, ou je vais aller chez elle pour qu'elle se sente en sécurité et lui poser des questions. Focus group, c'est la même chose, sauf qu'on réunit maximum 8 personnes. L'observation, c'est en mode shadowing, je vais suivre mon client, ma cible. Par exemple, toi, ça peut être, dans ton cas, un coiffeur, je vais te suivre sans parler et durant toute une journée, je le suis. Et je prends des notes. Bon, des fois, ça peut faire un peu peur, ça fait creepy, mais au moins l'idée, c'est que je vais pouvoir voir ce qu'il voit, faire ce qu'il fait, comprendre quel est son réel besoin. Et par rapport à ça, je vais pouvoir formuler des solutions ergonomiques après. Dans les quantitatives, vous avez Analytics, les services clients, les questionnaires, les agents en magasin, et j'en passe, qui permettent de pouvoir remonter des informations pour améliorer le service. Alors, pour faire un persona, 3 phases. Phase de recherche, c'est ce que je viens d'expliquer. Phase de réflexion, une fois que vous avez récolté les informations, il va falloir maintenant trier. N'ayez pas peur. Si vous avez des données sur des utilisateurs qui ne correspondent pas à ceux que vous voulez viser, vous les enlevez. Vous les enlevez, il n'y a aucun souci pour cela. C'est ce que je dis tout le temps. N'essayez pas de répondre à 100% des personnes que vous contactez lorsque vous faites une phase de recherche. C'est impossible. Même des sites comme Facebook et autres ne répondent pas à 100% des utilisateurs de ce bas monde. C'est impossible. Donc, il faudra cibler et choisir à qui vous voulez parler. Et après, phase de création, c'est là où vous allez créer réellement le persona. Alors, je ne vais pas lire tout ça ici, mais vous aurez aussi dans les mails que je vous enverrai ce soir ou demain, un exemplaire de questionnaire interview qu'il faudra peaufiner pour votre audit. En général, ce qu'on pose comme question, c'est le nom, d'où ils viennent, pourquoi est-ce qu'ils veulent utiliser notre solution, qu'est-ce qui pourrait les freiner, et ainsi de suite. Donc, vous aurez ça également dans les éléments. Alors, c'est des conseils que vous aurez aussi à suivre lorsque vous ferez une interview, avant, pendant et après. Juste 2 mots qui sont importants. Empathie, écoute active. Vous devez toujours être dans l'empathie et dans l'écoute de votre cible. C'est elle qui doit parler, c'est elle qui a des informations à vous donner. Vous devez donc être au même diapason, être aligné à elle, à essayer de comprendre ce qu'elle voit. Même si au début, ce n'est pas facile de comprendre ce que la personne voit ou ce qu'elle recherche, c'est d'essayer le plus possible d'être en empathie pour essayer de comprendre quoi lui proposer derrière. Alors, ce n'est pas facile, c'est un vrai travail. Déjà, d'annihiler son propre ego, ses propres certitudes, et j'en passe. Mais une fois que vous arrivez à faire ce travail-là, vous allez obtenir une qualité d'information, en plus d'une quantité, mais une qualité sur les informations qui sera importante pour vous. Alors, dans le cas de la formation que je fais beaucoup plus générale, comme vous avez compris, cette slide me sert aussi à faire mes formations plus complètes sur 1-2 journées. Je propose toujours à des utilisateurs, à les clients, mes étudiants, de faire les interviews croisées pendant 1 heure. Donc, on ne va pas le faire, mais en tout cas, si ça vous intéresse, vous pourrez toujours faire les interviews à votre femme, vos enfants, vos amis. Le confinement peut aider. Vous allez pouvoir obtenir beaucoup d'informations. Et en plus, ils ne pourront pas vous dire « j'ai pas le temps ».
Qu'est-ce que tu entends par interview croisée? Ça veut dire que vous allez les interviewer et eux, potentiellement, ils peuvent vous interviewer également Ok, pour d'autres services. Donc, ça, c'est plus, voilà, mais vous, c'est plus interview, c'est pas tellement croisé. ok. Alors, une fois qu'on a tous ces éléments, c'est déjà pas mal, mais c'est pas suffisant. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Qu'est-ce que l'ergonomie et qu'est-ce que les notions importantes que vous devez maîtriser? Première de ces notions, c'est la psychologie cognitive. C'est l'étude du fonctionnement des mécanismes mentaux sur lesquels se basent les comportements humains. Parce que même si on veut le croire qu'on est libre de faire ce que l'on veut, malheureusement, il y a plein de facteurs qui dictent nos réactions. Des facteurs, des fois, dont on ne se rend pas compte. L'avantage, c'est que lorsqu'on est UX designer et qu'on travaille la psychologie cognitive, on analyse ces facteurs. Et des fois, en s'analysant soi-même, on se rend compte qu'on a eu des réactions qui étaient en fait dictées sur des règles de psychologie cognitive qu'on pourrait tout simplement améliorer pour pouvoir ne pas réagir de la même manière la prochaine fois. Alors, psychologie cognitive, il y a plein de facteurs. Moi, ce qui m'intéresse en UX, surtout, c'est la perception, le langage, la mémoire, l'attention et la résolution de problèmes. Perception parce que les gens verront toujours votre site. Ils verront votre site en intégralité. C'est juste qu'eux, ils vont s'intéresser uniquement aux éléments qui ont de la signification pour eux. Et c'est ça qui vous compte pour vous. C'est de savoir qu'est-ce qui a de la signification pour eux. L'exemple que j'aime bien donner, c'est tout simplement un exemple qui était... je mets le nom de Fritz Perls, que vous pouvez aussi avoir le nom de la personne. C'est donc l'auteur de ce qu'on appelle la Gestalt thérapie. C'est un nom que vous trouverez souvent dans l'UX, la Gestalt. Alors, c'est un nom allemand qui veut dire théorie de la forme, même si Fritz Perls lui-même est américain. Il a mis en place une théorie qui est très intéressante, qui est un peu contraire à beaucoup contraire à Freud, qui dit que, en fait, on n'a pas à analyser l'humain séparément, son conscient, son inconscient, et j'en passe. Il faut analyser tout cela comme un tout. Et un exemple qu'il aimait bien donner, c'était si je suis invité un jour ou à une soirée par mon bien-aimé, lorsque j'arrive dans cette soirée, toute personne qui arrive dans cette soirée verra la même chose. C'est juste que, en fonction de notre état et de ce qu'on recherchait dans cette soirée, on percevra des choses différentes. Par exemple, si moi je veux juste networker, naturellement, dès que j'arrive dans la soirée, je vais voir automatiquement les gens qui, pour moi, pourraient m'apporter du business. Je ne verrai pas le reste. Je ne verrai que ces personnes-là. Si j'arrive en mode bon vivant, parce que j'ai envie de profiter de la soirée, à votre avis, qu'est-ce que vous allez remarquer directement? L'apéro. L'apéro, la nourriture, les boissons. Tout le reste, tu ne le verras pas directement. Tu le verras peut-être plus tard dans la soirée, mais tu ne verras que le bar. C'est tout. Si tu es arrivé pour boire ta bien-aimée, c'est la première personne que tu verras. Si par contre tu es arrivé à reculons parce qu'on t'a invité, mais tu veux juste faire plaisir, tu n'étais pas content, à votre avis, qu'est-ce que vous allez voir en premier? La montre. La montre, certes, mais surtout les endroits où tu vas pouvoir t'échapper du tumulte. Tu vas essayer le plus possible de ne pas apparaître dans l'image et soit un canapé, soit une chaise, soit un mur sur lequel il y a peu de personnes, tu vas t'adosser et tu vas rester là-bas. Encore une fois, vous le voyez, pourtant, la soirée, elle est la même pour tout le monde. C'est juste qu'en fonction de ce qu'on est venu chercher, on va percevoir autre chose, des éléments bien précis. C'est pareil sur votre site. En fonction de ce que les gens sont venus chercher ou estiment ou pensent rechercher, ils verront des éléments bien précis sur votre site. Alors vous allez me dire, oui, mais comment est-ce qu'on peut savoir ce qu'ils veulent chercher, ce qu'ils recherchent, les personas? Comment est-ce qu'on va les amener à faire ce que l'on veut qu'ils fassent? Et c'est ça, à ça que sert la psychologie cognitive et l'ergonomie. On va mettre en avant des éléments qui nous intéressent, nous, en faisant croire à leur cerveau que c'est le cerveau qui a détecté les éléments. Et c'est ça tout l'enjeu de la psychologie cognitive et de l'ergonomie. C'est de mettre en avant les éléments qui nous intéressent, nous, d'un point de vue business, mais que on veut faire croire au cerveau de notre utilisateur que c'est lui qui l'a vu pour qu'il puisse se dire tout simplement c'est ça qui m'intéresse et qu'il n'ait pas à réfléchir parce que ça lui parle directement. Vous allez comprendre très rapidement avec quelques exemples concrets.
Autre livre que j'intéresse à lire, c'est Influence et manipulation de Robert Cialdini. Très intéressant. Il y a quelques sujets que je vais aborder plus tard, comme la rareté. C'est un livre que je vous invite réellement à lire, que ce soit pour de l'UX, même si vous êtes commercial, ça vous servira beaucoup. Donc, vous aurez aussi les informations sur ce livre. Donc, pourquoi ça marche avant que je commence à parler de quelques sujets? Tout simplement parce que nous sommes tous des humains et que notre cerveau a beaucoup de choses à traiter. Énormément de choses à traiter par minute. Le cerveau aime les raccourcis. Et plus vous avez de raccourcis, plus il est content, plus il vous aime. Le raccourci le plus basique qu'on connaisse, c'est le prix. Automatiquement, notre cerveau, dès qu'un prix est élevé, il a l'impression que le produit est de qualité. Je suis de Bordeaux. Toi aussi, Julien, tu as été à Bordeaux. On a ici un produit qu'on aime tous, le vin. Naturellement, tu proposes à deux personnes une bouteille de 10 € et une bouteille de 150 €. Tu as 90%, 98% des personnes qui vont te dire que le meilleur vin, ce sera celui de 150 €. Alors qu'on sait pertinemment que ce n'est pas forcément le vrai. Pour quelle raison? Parce que le prix a eu cette capacité à créer un raccourci entre qualité et prix élevé. OK? Donc, on va voir quelques exemples. La preuve sociale. Nous déterminons ce qui est bien ou non en observant les autres. Voilà. Au lieu de perdre du temps à l'expliquer en termes théoriques, je vais vous donner un autre exemple. Vous marchez dans la rue avec votre copine ou votre copain et vous vous trouvez deux restaurants. Le premier restaurant, il y a une file d'attente énorme. Le deuxième restaurant, il n'y a personne. Vous avez faim. Dans quel restaurant vous allez rentrer? Dans celui où il y a du monde, quoi. Dans celui qui est du monde, je pense. Romaric, pareil ou pas? Ou... Ah, on n'a plus Romaric. Alors, ta réponse, oui, parfait. Donc, naturellement, vous allez sûrement rentrer dans le restaurant où il y a du monde. Pour quelle raison? La preuve sociale. Il se peut que ce restaurant soit nul, pas bon. Ça arrive. Mais parce qu'il y a du monde, vous vous êtes dit que forcément il était bien. Encore une fois, un raccourci pour le cerveau. Alors, ça veut dire quoi pour nous en termes du X? Les témoignages, la réassurance, les influenceurs, tous ces éléments-là, il ne faudra pas les oublier d'un point de vue marketing pour les influenceurs, mais d'un point de vue aussi UX pour le site. Ça veut donc dire que sur votre site, vous devez dans les pages principales avoir des témoignages, de la réassurance et j'en passe. Les gens vont pouvoir vous faire confiance plus facilement si vous leur dites que d'autres personnes nous ont fait confiance. C'est le grand avantage et le grand désavantage des sites comme TripAdvisor. Tout le monde, maintenant, lorsqu'ils vont aller voir un hôtel ou un restaurant, vont aller naturellement sur TripAdvisor ou Yelp ou d'autres sites de ce genre. Il n'y a pas que ces noms-là. Pour quelle raison? Ils veulent savoir ce que les autres pensent. Alors, preuve sociale, donc point important, il ne faut pas l'oublier. Et alors moi, c'est mon pari personnel. Je pense que dans l'avenir, et à l'avenir, dans l'UX, la vidéo va prendre une part encore plus importante. C'est-à-dire que les témoignages, il faudra qu'ils soient en vidéo. Et bon, ça, c'est mon avis personnel. On verra dans 2, 3, 4 ans. Je pense que si vous arrivez à mettre ça en place, vous allez beaucoup plus facilement convertir les gens parce qu'ils vont en plus avoir le message comme quoi vous êtes quelqu'un de confiance, mais en plus, ils vont le voir en vidéo. Il suffit de voir le succès de YouTube et j'en passe. La vidéo a encore beaucoup d'avenir dans l'UX. C'est un point intéressant. Et tu le vois sous quel format sur des vidéos comment dire, en autoplay et format très court? Oui, très court, forcément. À 30 secondes, on a un micro-contenu. Hein. 1 seconde, 30 secondes, 60 secondes. Hein. Mais l'idée, c'est d'expliquer. Alors, c'est pas juste dire j'adore le site, on pourrait croire que c'est du fake. C'est d'expliquer ce qu'ils étaient venus chercher et ce qu'ils ont trouvé.
Et pour aller plus loin en termes du X, parce que c'est vrai qu'on est moins habitué à ça, on voit plus la phrase entre guillemets avec les notes en mode ratings and reviews C'est ça. classique. En vidéo, tu le vois avec un player et un carrousel et où limite ça se joue un Non, peu en non, même autoplay. pas. Enfin, C'est même pas ça. C'est en bas, hein, dans la troisième zone. Généralement, c'est là où on met la ouais. réassurance et l'assurance. Tu mets les diverses vidéos. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Les gens cliquent sur les D'accord. vidéos qu'ils veulent. Ok. Donc, du coup, un mini player et ça se. Ouais. Ok. Alors, autre point, la rareté. La rareté, c'est comme le prix. C'est ça qui est bien avec ces deux concepts, c'est qu'ils sont liés. Le cerveau, naturellement, pour quelle raison, je ne suis pas prof de psychologie, hein, mais ça peut toujours être intéressant d'analyser pour ça, pourquoi. Dès que l'humain voit qu'un produit est rare, bizarrement, le produit est plus désirable. La rareté, comme le prix, est un critère de qualité. Ça veut donc dire quoi pour nous en tant qu'UX? Les promotions, les ventes privées, les offres, les coupons de réduction qui disparaissent dans 24 heures, entre guillemets, et toutes ces offres qu'on voit généralement, elles fonctionnent parce qu'elles tapent sur la notion de rareté. Donc maintenant, à vous de voir comment vous allez pouvoir l'exploiter et l'utiliser dans vos autres projets. Mais n'hésitez pas à jouer, comme pour le prix, sur la rareté pour pouvoir drainer plus d'utilisateurs. Alors, autre notion du X importante et de psychologie cognitive, c'est ce qu'on appelle l'affordance. L'affordance, c'est un concept qui dit que les possibilités d'action suggérées par le produit, par l'objet, doivent être claires. Je m'explique plus concrètement. Un bouton doit ressembler à un bouton. À une époque, on avait ce material design ou autre éléments graphiques qui permettaient de pouvoir faire des sites new design, si je peux dire ça comme ça. Ça a été un échec. Alors, Material Design, ils ont fait une version 2 qui s'est améliorée. Mais de manière générale, tous ceux qui n'étaient pas Google, ils ont disparu très rapidement avec leur librairie graphique. Pour quelle raison? Parce que, entre autres, les boutons ne ressemblaient plus à des boutons. Un bouton, c'est quoi? C'est un élément qui est avec une zone finie, qui est arrondi, qui a une couleur claire. Quand clair, excuse-moi, c'est pas clair, sombre clair, mais on comprend que c'est un bouton et que le bouton est là. Et surtout, on sait qu'on doit cliquer dessus et on sait ce qu'on va trouver derrière. Donc le terme aussi et le wording est important. Vous devez respecter cela. L'exemple que j'aime bien donner, c'est cette porte. Quand vous voyez cette porte, qu'est-ce que vous avez envie de faire? La soulever? La tirer comme ça? La tirer vers vous? Pour moi, naturellement, vous avez envie soit de tirer ou au pire, de pousser. Pour quelle raison? Parce que la forme de la porte est claire. Il y a une poignée. Excusez-moi. Alors, mode de fit. Autre loi importante que vous allez pouvoir utiliser dans l'UX et dans vos projets. Cette loi de Fitts dit que le temps requis pour atteindre une cible est proportionnel à la distance. Vous me direz jusque-là, merci, on le sait. Là où c'est important, c'est que pour le cerveau, cette distance et ce temps est inversement proportionnel à la taille de la zone de destination. L'exemple concret est juste à côté. Pour vous, entre le bouton 1, click me qui est à gauche, et le bouton 2, click me qui est à droite, lequel est le plus proche de la cible où se trouve le pointeur de la souris? Bah, le plus proche dans le sens. Distance. Et lequel est le plus rapide lequel sera le plus rapide à atteindre? Bah, celui de gauche, Romaric, pour toi aussi? non? Attends, quel est le bouton le plus proche du curseur? Enfin, celui qui me semble le plus ergonomique, c'est celui de droite. Mais celui qui. Je sais pas. En fait, les deux boutons, c'est à la même distance. Quand tu cliques sur un bouton, tu cliques jamais sur le bord d'un bouton, tu cliques sur le bouton, tu cliques au centre du bouton. Et là, les deux boutons, ils sont équidistants de la cible. C'est juste que comme celui de gauche est plus gros, ton cerveau te dit qu'il est plus proche. Ouais, ok.
Voilà la loi de Fitts en activité et en application. Et tu le vois tous les jours. Il suffit que tu aies deux boutons qui aient quasiment la même distance. Mais sur le bouton valider ou suivant, tu as un mini liseré ou un mini bord. Ton cerveau te dira que le bouton est plus gros, est plus proche. Tu vas cliquer dessus. Là, on commence à entrer dans les dark patterns, pour information. C'est en jouant sur des éléments infinitésimales, comme un liseré, une bordure sur un bouton, tu donnes l'impression au cerveau que le bouton est plus gros, ce qui est le cas dans les faits. Mais surtout, tu donnes comme information que le bouton est plus proche de ta cible, de la souris. Et là, naturellement, tu vas voir que le cerveau va faire que le bouton, en tout cas que la souris, aille directement sur le bouton le plus gros. OK? Donc ça, c'est un truc que vous allez pouvoir exploiter en UX. Donc là, typiquement, ta reco, c'est de privilégier celui de gauche. Moi, oui, bien sûr. Pour le bouton d'action qui doit amener d'un point A à un point B, c'est le bouton de gauche qu'il faut mettre en place. OK? Tout en assurant qu'il est ergonomiquement placé dans la page. Enfin, il y a Bien tout sûr, est lié à son interface. Quoi. Yes, oui. okay. Alors, on va finir avec quelques notions classiques de Gestalt. Proximité, similarité et fermeture. Donc, encore une fois, dans Gestalt, donc on voit que la notion la plus importante, c'est la notion de perception. Lorsqu'on arrive sur une page, on voit tous la même chose. Mais notre cerveau va mettre en forme ce qui a de la signification pour lui, pour le simplifier et l'organiser. Les principales règles, on a 10 en tout, mais les principales règles qui nous intéressent, c'est la similarité, la proximité et la fermeture. Par exemple, si vous voyez à droite, vous voyez que, je pense naturellement, votre cerveau a vu tout ce qui était similaire. Les carrés, les ronds. Il a réussi à faire la différence. Pareil, il a réussi à créer des zones pour la proximité entre les divers blocs, les divers carrés. Il est capable de faire des familles, de les regrouper. Pareil ici pour le dernier, excusez-moi. Là, je pense que votre cerveau, ou pas, dites-moi ce que vous voyez, est capable de voir les formes. Par exemple, en haut, qu'est-ce que vous voyez en premier, dans la forme de gauche? Des visages ou un vase, mais... Voilà. Donc, tu as vu. Et pour toi, c'était quoi le premier que tu as vu? Les visages ou je pense que ça se passe en micro, mais les visages. Les visages, d'accord. Bon, je te poserai aussi la question si tu veux, Romaric, hein, ce que tu as vu en premier. Mais ça, c'est important. Ton cerveau n'a pas eu besoin. Ah, quelqu'un se connecte. Parfait, tu as vu le vase en premier, toi. Donc, ça, c'est important. Le cerveau n'a pas besoin qu'on ferme les formes. Il le fait tout seul. Maintenant, ça veut donc dire quoi pour vous? Ça veut dire que lorsque vous allez mettre en place des éléments sur votre site, vous ne serez pas obligé de toujours fermer toutes les formes. Et parfois, il faudrait les fermer si vous voyez que les gens ne sont pas capables de pouvoir distinguer une zone d'une autre zone. Très important. Pareil ici aussi pour en bas, hein, moi je vous pose pas la question, mais moi par exemple, la dernière fois que j'ai vu ça, j'avais vu 3 Pac-Man. Bonjour Abdelassam. Bonjour. Tu m'entends? Oui. Ok. Alors désolé, hein, je viens de comprendre qu'il y avait en fait, il y a eu 2 liens. Il y a eu le lien de Meetup et un lien que moi j'avais envoyé par mail. Et certains se sont trompés. Ouais. Donc il y a 2 possibilités. Donc si tu veux rester avec nous, tu peux rester avec nous, c'est avec plaisir. Sinon, moi, quoi qu'il arrive, je vais reprogrammer ce Meetup dans une semaine. D'accord. Bah, je vais suivre et après, peut-être je reprendrai ce que j'ai manqué la semaine prochaine. Parfait. Ok. Alors, je continue avec les règles de Agile Stats. Et après, l'idée de ce Meetup, ce sera pareil pour la semaine prochaine, c'est que vous réalisiez un audit ergonomique pour un site ou une application de votre choix. Donc là, je vous explique les éléments de base à connaître et à maîtriser. Alors, je reprends donc. Excusez-moi. Donc, voilà. Et en application, on y était déjà en fait, c'est un site. Vous connaissez, je pense, le site Frichti. En tout cas, à Paris, il était connu quand je suis parti. Comment? Bien sûr. Parfait. Là, par exemple, Frichti, ils ont un UX qui, on peut le voir, nous submerge d'images délicieuses, mais surtout, il est clair, précis et concis. Là, si je vous demande qu'est-ce que vous voyez en termes de règles de similarité, de proximité ou de clôture?
Vous devrez me répondre que vous arrivez facilement à distinguer tout ce qui est lié au repas de la saison, tout ce qui est lié au repas des pâtes, tout ce qui est emporté, toutes les formules. Pourtant, vous ne voyez aucun ou quasiment aucun liseré. Je dis quasiment parce qu'il faut s'approcher pour le voir. Pareil, la similarité fait que vous voyez que les plats ont été choisis exprès pour qu'ils se ressemblent. Tout ça fait que le cerveau ne va pas réfléchir. Et je le dis encore une fois, et je vais le répéter encore très souvent, l'idée c'est que les gens ne réfléchissent pas sur votre site. Je veux que lorsqu'on fasse un UX et une expérience optimale, vous preniez la main de vos utilisateurs, vous leur dites « Faites-moi confiance, on est au point A, je t'emmène au point B ». Le point B, c'est soit acheter un produit, soit laisser un commentaire, ça dépend de vos objectifs. Ah, d'accord. Pas de souci. Je t'enverrai les slides et de toute façon, tu pourras toujours suivre sur un prochain meetup, hein, Romaric. Une bonne soirée à toi en tout cas. Parfait. Alors, donc un exemple, c'était en concret. Alors, maintenant vous allez me dire, j'ai récupéré les informations, c'est bien. Comment est-ce que je vais pouvoir organiser tout cela pour pouvoir répondre aux besoins de mes utilisateurs et répondre à leurs attentes, à ce qu'ils sont venus chercher? Pour ça, il y a un outil très simple qu'on appelle le tree de cartes. Le tree de cartes fait partie de ce qu'on appelle le domaine de l'architecture de l'information dans l'UX. L'idée, c'est d'organiser les informations pour que vous puissiez tout simplement aider l'utilisateur à répondre à leurs besoins. Le tree de cartes consiste tout simplement à prendre des post-it et noter une information par post-it. Une information ou une fonctionnalité. Vous pouvez le faire tout seul, même si je le déconseille vivement, mais je préfère toujours qu'on fasse à plusieurs avec une équipe. Comme ça, les gens vont pouvoir être réellement en collaboration et donner le plus d'informations qu'ils veulent. L'idée, c'est comme une fois, je dis, hein, de récupérer le plus d'informations possible et de créer des fonctionnalités, de créer des services qui vont répondre au plus grand nombre et qui vont répondre aux besoins du persona. Si c'est vous qui le faites tout seul, ça va répondre à vous, pas forcément aux besoins du persona. Donc, on va faire quoi? On va tout simplement, grâce au tree de cartes, alors je passe un peu rapidement hein, pour vous montrer les principaux éléments, récupérer et noter tout ce qui pourrait être intéressant et qui répondrait aux besoins de notre persona. Fonctionnalité, type de contenu, solution qu'ils recherchent, service, tout élément qui vous passe par la tête. Ne vous limitez pas. Une fois que ça c'est fait, vous allez pouvoir les mettre tout simplement sur le mur ou sur la vitre. Après, on va les catégoriser, c'est-à-dire qu'on va regrouper les post-its qui parlent de plus ou moins la même chose. Et une fois que ça c'est fait, on va pouvoir structurer. Et théoriquement, lorsque vous allez structurer, on arrive à l'arborescence du site, si la structuration est bien faite. Et l'arborescence du site veut donc dire qu'on sait comment amener d'un point A à un point B l'internaute en suivant un cheminement ou un ensemble d'étapes. Ou un ensemble de fonctionnalités des fois. Ça peut être, ou de contenu. OK? Parfait. Donc les étapes, hein, je l'ai encore dit, hein, donc énumérer, catégoriser, structurer. Et la première étape risque pas d'être trop fouillie en le faisant comme ça. Moi, dans le travail de product design sprint, j'utilise une méthode qui est de structurer la pensée sur un mode en tant que persona 1, persona 2, 1. Je veux, pour catégoriser le besoin, non, je veux telle fonctionnalité pour et bénéfice. Et du coup, avec trois champs libres à l'intérieur qui vont encore une fois ramener le persona dans lequel je me place, la fonctionnalité, le bénéfice recherché. Je te dirais non, ne te limite pas. Okay. Récupère le plus de fonctionnalités, de types de contenu, d'informations, d'idées qui soient. Naturellement, tu verras qu'à tête de catégorisation, il y aura peut-être des post-it qui vont disparaître. Ou quand je dis disparaître, c'est que vous allez vous dire finalement, ils sont dans une catégorie qui est intéressante, mais pas si intéressante que cela. Alors, si jamais, ce que je te dis,
malheureusement, la catégorisation, je veux dire, tu te rends compte que tu as encore trop de catégories, trop de post-it, tu as une étape intermédiaire, ce que j'appelle moi le voting. C'est que tu vas donner à chaque personne 5 gommettes. Et tu donneras à une personne qu'on appellera la main innocente 7 gommettes. Elle a un peu plus de pouvoir que les autres. Et tu leur dis à tous, mettez des gommettes sur les post-it que vous voulez. Vous n'êtes pas influencé, donc il ne faudrait absolument pas qu'ils soient influencés. Mettez les gommettes sur les post-it de votre choix. Même sur vos propres post-it, vous pouvez le faire. Et qu'est-ce que tu vas avoir à la fin? Tu vas avoir un tableau avec plein de post-it. Tu vas avoir des post-it où tu auras des gommettes. Je pense que tu comprends la suite logique. Les post-it les plus importants seront les post-it qui ont recueilli le plus de gommettes. Voilà. Avec ce voting-là, théoriquement, c'est très démocratique. Encore une fois, il ne faut pas que quelqu'un influence. Ça m'est déjà arrivé une fois, malheureusement. J'étais parti voir un client et dans l'équipe de formation, ceux que j'ai formés, il y avait leur responsable N+1 ou N+2, je ne sais pas comment on dit ça, parce que moi je suis indépendant. Voilà. Donc forcément, lui, il commençait à influencer un peu les gens en disant oui, mais ça c'est trop compliqué, ça, on n'a pas assez d'argent et ainsi de suite. Je l'ai dit rapidement, on n'est pas là pour ça. Donnez le plus d'idées que vous voulez. Après, quand on commencera à faire les maquettes plus tard, on verra ce qu'on va choisir ou pas de garder en fonction d'autres problématiques liées au budget, j'en passe. Ok. Ce que tu fais, Julien, ta méthode de en tant que je veux faire ça et ça, c'est plus utile pour déterminer les rôles de tes utilisateurs. Par exemple, avec ça, tu vas déterminer un administrateur, d'un utilisateur lambda, d'un modérateur, d'un je ne sais pas quel rôle tu peux avoir sur ton interface. Par exemple. Ce que présente Gilbert, c'est plus pour le contenu de ta page, comment tu structures en fait, on va dire ton menu ou les catégories, les rubriques sur ton application. Par exemple. C'est un peu deux choses différentes. Ok. Merci. Ça complète aussi ce que je dis. Parfait. On va passer à la suite parce qu'il est quand même déjà 20. Donc, je vous avais promis qu'on finisse à 21h tout. Donc, l'arborescence, comme j'ai dit, alors au début, c'est compliqué. Ça peut être compliqué. C'est que si la structuration, théoriquement, si c'est bien fait, vous allez naturellement arriver à de l'arborescence. Mais les premières fois, ça peut être compliqué d'y arriver directement. Ce n'est pas un problème. Si vous arrivez à la structuration et qu'il vous manque une vision plus globale, ce que j'appellerais l'arborescence du site, vous avez encore une règle que vous pouvez appliquer en plus. Ah, j'ai un écho là. Vous m'entendez aussi? Non. Ok, excusez-moi, c'est peut-être mon oreillette. Alors, vous avez donc une étape intermédiaire que vous allez pouvoir faire après la structuration. Ça va être ce que moi j'appelle tout simplement la règle de Pareto. Je ne sais pas si vous connaissez le principe de Pareto 80-20. Eh bien, vous allez l'appliquer là. Pareto, en gros, c'était un homme qui avait fait, un scientifique qui avait fait une étude fiscale dans le 19e siècle et s'était rendu compte que, par exemple, 20% des mesures appliquées par les pays généraient 80% de leur richesse. Et c'est un principe qui est encore aujourd'hui appliqué. Par exemple, prenons un exemple très concret, je vais dans une boulangerie. Dites-moi les produits auxquels vous êtes attendu, ou vous attendez de voir, excusez-moi, dans une boulangerie. Pain, croissant, pain, croissant, chocolatine, pain au chocolat, et j'en passe. Si vous arrivez dans une boulangerie, vous ne voyez ni baguette, ni croissant, ni chocolatine, pain au chocolat, vous allez vous dire quoi? Il y a un problème dans cette boulangerie. Pourtant, ce n'est que 20% de leurs produits, mais c'est 80% de la demande. Là, c'est pareil ici. Vous allez devoir mettre en place, avec la règle de Pareto, que le premier niveau de navigation, ce soit 20% des fonctionnalités, certes, ou des contenus, mais 80% de la demande. Et plus je descends dans les niveaux, plus je descends dans le pourcentage. Et est-ce que ton premier niveau, là, c'est en gros ton burger menu, enfin. Oui, on peut voir ça comme ça. Si tu fais ça en mobile, en tablette, ton premier niveau de burger menu, c'est ça. Ok. Et à l'intérieur de ça, il y a voilà. les sous-rubriques qui correspondent au deuxième niveau. C'est ça. Ok.
tout cas des contenus qui vont le nourrir, quoi. Qui vont le voir. Parce on pourrait prendre le truc différemment et se dire que c'est 20-80, c'est la partie de chaque rubrique qui se retrouve en partie haute parce que c'est celle qui sera la plus vue, étant donné que. La plus importante. Ouais, c'est ça. C'est un peu Vu, pas forcément, attention, parce que vu, pour moi, c'est pas un critère important, sauf si tu es sur Instagram et j'en passe. C'est vraiment qu'est-ce qui va être le plus utilisé en termes de fonctionnalité. Ouais, bien sûr. Voilà. Alors, j'allume ma lumière, j'arrive dans 3 secondes. Alors, je suis. Donc voilà, étape intermédiaire. Étape supplémentaire après la structuration, si jamais la structuration, vous n'avez pas une vision globale de votre arborescence, règle de Pareto, ça vous sauvera la vie. Alors, donc comme je disais dans mes slides, comme c'est ça qui me servent aussi pour mon cours global de 2-3 jours de UX et ergonomie, je propose toujours de faire à peu près 2 heures de tri de cartes avec tout le monde. Et je ramène toujours mes post-it, mes gommettes et j'en passe. Donc ça, vous le ferez par vous-même pour faire l'audit. Alors, comment designer son application? Parce que là, pour l'instant, on a vu beaucoup de sujets. On a parlé des personas, on a parlé de benchmark, on a défini l'UX, on a défini l'ergonomie, on a parlé de psychologie cognitive. Donc, c'est-à-dire beaucoup d'informations. Maintenant, on va parler vraiment de ergonomie. Et pour cela, le plus simple, c'est de passer sur les règles universelles de l'ergonomie. Alors, moi, j'ai pour moi 6 règles universelles. D'autres, vous verrez des sites qui vous diront 12 règles, d'autres 10 règles. Théoriquement, qu'ils aient décidé de créer 6, 12, 24 règles, tant que vous retrouvez des informations, c'est suffisant. Moi, c'est vrai que je préfère limiter à 6 parce que c'est beaucoup plus facile à retenir. Alors, règle numéro 1, vous devez vous assurer que vos pages soient bien organisées. Ça veut donc dire quoi pour nous? Ça veut donc dire que, par exemple, vous allez supprimer les interactions inutiles. Toujours respecter la police et les couleurs. Tout à l'heure, je parlais exemple des polices de caractère, j'ai parlé de la pizza aux anchois, si tu t'en souviens. Évitez d'avoir une pizza aux anchois sur vos sites. Pratiquez la mise en avant. Mise en avant, c'est quoi? Slider, couleur importante pour tel ou tel bouton d'action sur lequel on veut que les gens cliquent. Si tu veux que la personne se crée un compte rapidement, mets pas ton bouton d'action créer un compte la même couleur que tous les autres boutons d'action. Tu le mets d'une autre couleur, rouge, vert, ce que tu veux. Réduire le nombre de call to action, de boutons. Non. Il y a quelques règles qui commencent à arriver sur le monde du web et de l'UX qui nous disent que on devrait toujours proposer que 2 boutons d'action sur une page. Je suis d'accord avec cette règle, mais parfois c'est un peu compliqué. En tout cas, sur la page d'accueil, par exemple, ça peut être très compliqué. À vous de voir si vous voulez l'appliquer ou pas. En tout cas, il faut toujours réduire le plus possible le nombre de CTA, de call to action. Appliquer toutes les règles de psychologie cognitive et de la Gestalt qu'on a vu tout à l'heure. Comme tu as pu le voir avec la preuve sociale, la rareté, ce sont des facteurs très importants qui peuvent vous faciliter la vie. Apprenez l'HTML. Alors, pour quelle raison apprendre l'HTML? Pour savoir ce que propose ce langage, qui est le langage universel pour créer des sites, et savoir ce qu'il propose comme type de composant. C'est toujours intéressant de le savoir. Bien réaliser l'architecture d'information. Donc, bien réaliser les tri de cartes, entre autres. Peaufiner sa navigation. On est encore sur l'arborescence. Organiser et rythmer les contenus. On le sait, les gens, si vous leur envoyez que du texte à lire, vous allez les perdre. Alterner texte, image, infographie, vidéo, et ainsi de suite. Demandez des informations de manière intelligente. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous n'allez pas afficher un formulaire de 3 km, par exemple. Vous allez proposer de commencer par remplir que nom, prénom, et donc, quand ils ont fini, vous affichez le reste des champs. Et dans le meilleur des cas, vous devriez sauvegarder en cours de route tout ce qu'ils ont saisi. Je laisse vous rappeler la dernière fois que vous avez rempli sur le site d'une administration un formulaire, il s'est passé un petit truc et l'écran s'est rechargé. Comment est-ce que vous vous êtes senti? Généralement frustré.
Il faut qu'on évite de générer cette frustration à nos utilisateurs à nous. Alors, règle numéro 2. Bien capitaliser sur les nouveaux usages web et mobile. Comme je le dis souvent, il y a peu de chances que vos utilisateurs aient vécu dans une grotte les 15 dernières années. Ça veut donc dire qu'ils ont déjà une connaissance d'Internet. Pour cela, vous allez donc pouvoir le savoir, vous allez devoir le savoir, pour pouvoir leur proposer des choses, des composants graphiques, des éléments, des interactions UX qui vont les permettre d'aller beaucoup plus vite. Par exemple, je reprends l'exemple d'Amazon de tout à l'heure. Qu'est-ce qui fait qu'Amazon est toujours au top en termes de recherche de contenu, de livres, de produits? Les wishlists. Une fois que j'ai trouvé un produit, je l'ajoute à ma wishlist. Quand je reviens plus tard, j'ai ma wishlist pour pouvoir retrouver tout ce que j'avais sauvegardé. Et je n'ai pas besoin de refaire une recherche intégrale sur Amazon. À vous de proposer une solution de ce genre. Ou d'autres, mais en tout cas, l'idée, c'est que les gens aillent vite. Dans les formulaires, c'est un peu la suite logique de ce que j'avais dit tout à l'heure. Limitez le nombre de champs. N'affichez pas tout d'un coup. Auto-enregistrer les champs, les éléments déjà saisis. Capitaliser sur les conventions. Par exemple, convention de base. Ou se met le logo sur une page en desktop. Pardon, refais-la. Ou se met un logo sur une page en desktop, en haut à gauche, tu as dit Abdeslam. Ouais. Excuse-moi. Donc oui, c'est vrai. Maintenant, si vous êtes en mobile et en tablette, ça se met au milieu généralement. Ouais, c'est ce que je voulais dire. Voilà. Ça dépend du device qu'on a. C'est ça. Et ça, vous allez pouvoir le respecter. Alors maintenant, un contre-exemple qui est assez marrant, c'est le site de SNCF ou Oui SNCF. Où se trouve le logo en version desktop? Vous allez vous rendre compte qu'il est au milieu. Alors, je sais pour quelle raison, moi, parce que j'ai eu la chance de pouvoir en parler avec des gens qui étaient de SNCF, mais c'est un contre-exemple de ma règle numéro 2. Eux, ils le font pour quelle raison? Parce que la majorité de leurs utilisateurs viennent de devices mobiles, voire de tablettes. Donc, ils se sont dit, au lieu de s'amuser à recréer un site responsive, parce qu'ils avaient déjà un site existant, ils ne sont pas amusés à tout refonder, ils se sont dit, on va appliquer le plus de règles pour les tablettes, comme c'est la majorité de nos utilisateurs, et on va l'appliquer sur le desktop. C'est un choix. Alors, c'est la SNCF, on n'a pas le choix. Si on veut prendre un train, il y a forcément eux. Ils peuvent se permettre de le faire. C'est comme Facebook qui va changer intégralement son interface. Ils le font parce qu'ils ont envie de le faire. OK? Oui. Donc, essayez le plus possible de capitaliser sur les nouveaux usages web et mobile. Tout à l'heure, je t'avais donné l'exemple de, par exemple, si la personne vous dit qu'elle est fan de Facebook et Instagram, c'est-à-dire qu'elle connaît bien les films scroll, eh bien, ça rentre dans cette règle numéro 2. Si tu vois que la personne est adepte de ce type de site internet, de sites réseaux sociaux, eh bien, tout simplement, tu vas pouvoir exploiter cette convention de l'infinite scroll pour lui proposer quelque chose. Il n'y aura pas de pagination, oublie, l'infinite scroll. Prenez en compte le pays d'origine des internautes, parce qu'en fonction des pays, il y a des habitudes différentes, en termes de wording, de couleur, ou même d'habitude. Alors, règle numéro 3, toujours bien informer l'utilisateur. Je l'ai dit tout à l'heure, le but c'est que les gens aillent d'un point A à un point B, et le plus simplement possible. Le meilleur moyen c'est quoi? C'est de leur prendre la main. Alors, c'était un exemple qui peut faire sourire, parce que tu ne vas pas prendre la main de tous les utilisateurs, réellement. Leur prendre la main, c'est quoi? C'est les informer constamment d'où ils sont, ce qu'ils peuvent faire et où ils vont. Donc, informer l'internaute, l'utilisateur, sert à le convaincre et le rassurer. On revient sur les notions que j'explique tout à l'heure, de preuve sociale, de témoignage et j'en passe. Les tunnels d'achat. Lorsque tu veux les amener dans une direction et que tu ne veux pas qu'ils quittent cette direction, tu les mets dans un tunnel. Tunnel de création de compte, tunnel d'achat, tunnel de réservation. À toi de choisir le tunnel que tu veux, mais il ne faut pas qu'ils ne sortent de ce tunnel. Prends l'exemple d'Amazon, par exemple.
Respecter la affordance, je ne reviens pas dessus. Choisir les bons termes et les bonnes icônes. Alors pour ceux qui font un peu de dev ou qui connaissent un tout petit peu, prenez des librairies comme Phantosum qui vous fournissent des icônes qui sont déjà naturellement acceptées par tout le monde. On va dire ça comme ça. C'est quoi le site que tu as dit? Fonts Awesome, je te l'écris dans le chat. Je connais plein d'autres trucs, mais pas celui-là. Alors celui-là ou Glyphicons, mais lui, Phantosum, l'avantage c'est qu'il y a beaucoup d'icônes pour tous les cas. Ce que je trouve pas évident sur les icônes, Ouais. c'est que tu as envie d'avoir une vraie identité et qu'ils aient tous la même forme. En fait, quand tu veux couvrir les besoins d'un site, tu te retrouves assez en difficulté pour appliquer le même style graphique à l'intégralité de tes icônes. Alors, style graphique, je vois plus ou moins ce que tu veux dire. Oui, si tu prends des Phantosum, tu seras un peu limité à ce niveau-là. Mais ce n'est pas un problème parce que l'idée, c'est que les gens comprennent. Maintenant, l'avantage des Phantosum et autres, c'est que comme c'est des icônes dites CSS, tu pourras changer les couleurs, l'ombrage et tout le reste. Ça, c'est du CSS derrière. Ouais. Mais par contre, oui, tu auras un format design, si je veux dire ça comme ça, qui est lié à Phantosum. Mais ça, c'est parce que aussi on veut se baser sur des icônes que les gens vont naturellement accepter sans réfléchir, parce qu'ils les connaissent déjà. Informer sur qui vous êtes. C'est très facile. Logo, navigation. Logo, les personnes vont comprendre qui vous êtes. Donc, il faut que votre logo soit clair. Ou en tout cas, qu'ils vous connaissent. Ensuite, où vous vous trouvez sur le site. Navigation aussi, et surtout fil d'Ariane. Je ne sais pas si tu connais, vous connaissez les fils d'Ariane? Ouais, si. Parfait. Si. Ensuite, toujours indiquer ce qu'il va se passer. C'est le plus important. Alors là, je ne l'ai pas mis parce que on n'aura pas trop le temps. Il y a pas mal des contre-exemples que je mets de sites comme Carglass ou autres qui nous mettent des boutons, des fonctionnalités. On n'a pas envie de cliquer parce qu'on ne sait pas ce qu'il y aura derrière. Vous devez toujours indiquer aux gens ce qui se passera une fois qu'ils auront cliqué sur tel bouton, tel élément, et j'en passe. C'est important. Et bien entendu, surtout dans les sites d'e-commerce et de réservation, informer sur la disponibilité. Le pire, ce serait que la personne commence à réserver, arrive à l'étape d'achat, et vous lui dites « Ah, en fait, il n'en reste plus ». Vous allez instantanément la perdre. Elle ne reviendra plus sur votre site, elle ira chez un concurrent. Donc, indiquer sur la disponibilité dès le début. Règle numéro 4, toujours anticiper les erreurs d'interaction et de saisie. Tout ce que je viens de t'expliquer et de vous expliquer, vous allez me dire, c'est bien, je vais pouvoir l'appliquer sur mon site et je vais créer une expérience réussie. Demain, c'est le succès pour moi. Oui, malheureusement, si l'internaute fait face à un formulaire, parce que généralement, c'est les formulaires le problème, et que vous ne l'aidez pas à surmonter les problèmes auxquels il fera face, vous allez automatiquement créer de la frustration et perdre l'utilisateur. Je prends un exemple très simple. Ma mère, par exemple. Lorsqu'elle arrive sur un site et qu'elle a oublié le mot de passe, il faut qu'on l'aide à récupérer le mot de passe. Le nombre de fois elle m'appelle pour me dire « j'ai perdu mon mot de passe, je n'arrive pas à le récupérer ». Vous n'avez pas envie que l'internaute fasse cela. Vous devez l'aider à récupérer son mot de passe. Ça, c'est pareil pour les mots de passe, mais c'est pareil pour tout autre élément. Quand vous êtes sur un champ, la personne doit comprendre ce qu'elle doit saisir. J'avais fait une erreur de ce genre il y a quelques années, quand j'avais lancé ma solution de billetterie en ligne. J'avais marqué, par exemple, pour l'âge, un champ texte. La personne avait marqué son âge en lettres. En tout cas, les gens qui remplissaient ce formulaire, des fois, écrivaient l'âge en lettres. Non, quand on demande l'âge, c'est un drop-down ou select en HTML. Vous devez donc aussi choisir les bons champs adaptés au bon contenu. Ensuite, vous devez protéger l'internaute des erreurs possibles. Ça veut donc dire quoi? Bulle d'aide, et si c'est trop moche pour votre design, trouvez un autre moyen. Ah, quelqu'un écrit, excusez-moi. Ok, parfait.
Il ne reste plus que nous deux pour l'instant. Ah oui, ok. Non, mais je le refais chaque semaine, donc je ferai attention la prochaine fois au lien que j'envoie. Et j'enverrai 24 heures avant, peut-être. Pas juste 1 heure. Alors, aider l'internaute à surmonter les erreurs et signaler les champs obligatoires. Alors ça, c'est facile, hein, c'est les étoiles habituelles ou autres éléments que tu peux mettre en place pour pouvoir indiquer que ce champ est obligatoire. Le pire, c'est que la personne remplit ce formulaire, arrive tout en bas, erreur, mais elle ne sait pas ce qui se passe. Il faut lui indiquer avant qu'elle commence à remplir quel champ est obligatoire et le format attendu. Ouais. Voilà. Ça, c'est une erreur malheureusement très courante sur les sites. Et il suffit d'un formulaire pour que l'internaute se dise « je vais voir ailleurs ». Règle numéro 5. Toujours laisser le contrôle à l'internaute tout en indiquant les bonnes étapes. C'est là où je parle d'influence. Tu dois l'amener d'un point A à un point B, mais en même temps, il est libre. Donc, il y a des conventions qu'il ne faut pas annuler. Par exemple, la convention du bouton back, revenir en arrière. Il y a beaucoup de sites, entre des sites e-commerce qui t'empêchent de revenir en arrière, avec des fenêtres. Es-tu sûr de vouloir partir et ainsi de suite. La seule envie que moi j'ai envie de dire, c'est oui, j'avais envie de retourner en arrière, maintenant j'ai envie de quitter ton site tout simplement. Ne pas empêcher les conventions classiques, mais dans l'UX, vous assurez que la personne aille d'un point A à un point B très facilement, avec toutes les règles qu'on a déjà citées jusqu'à présent. Ensuite, autre point important de cette règle, ne pas être intrusif. Je prendrai un seul exemple. Quand tu arrives sur un site et tu as une modale qui t'oblige à remplir un champ pour s'inscrire à la newsletter. Et le dernier truc à la mode, c'est que le bouton pour fermer n'apparaît pas directement. Il apparaît au bout de 5 ou 10 secondes. Ça, c'est le pire. Les gens, ça les fait fuir. Alors moi, j'ai encore eu pire. C'est capital.fr, le site. Pourtant, l'information est de qualité sur ce site. Mais à chaque fois que j'y vais, j'ai une pub une vidéo de voiture Audi qui apparaît à chaque fois. Donc leur cookie, leur notion de ciblage est foirée, clairement. J'ai pas besoin d'acheter une nouvelle voiture. C'est toujours une pub en fait qui s'affiche. Mais en plus, elle s'affiche sur toute la fenêtre et je ne peux pas quitter le temps que la pub se finisse. Mais c'est peut-être leur modèle, enfin c'est leur modèle publicitaire. Oui, mais 4 fois sur 5, je quitte le site. Oui, bien sûr. 4 fois sur 5, je quitte le site. Sauf si l'article est vraiment intéressant, que je sais que j'ai envie je vais perdre 2 minutes de ma vie à regarder leur publicité. Le reste, je quitte. Donc, oui, je sais qu'il faut arbitrer entre business model et intrusivité. Mais attention, l'internaute est le plus important. Et pour finir, la 6e règle, il faut que son site soit accessible à 100% des 4 milliards ou 6 milliards, je ne connais pas le vrai chiffre, 4 milliards d'internautes. Ça veut dire quoi? Par exemple, pour les vidéos, tu dois les sous-titrer. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne pourront tout simplement pas écouter l'audio. Regarde ce qui s'est passé tout à l'heure avec notre camarade qui est parti en premier. Il n'avait pas de micro ou un micro qui marchait mal. Ouais. Il fallait trouver un moyen pour l'aider. Donc ça va, c'est pas lui qui parlait. Mais s'il n'y avait pas le système de chat, on n'aurait jamais pu parler avec lui. Dans le cas des vidéos, c'est sous-titrer les vidéos. Alors des fois, c'est un problème technique, des fois, c'est volontaire. Je suis dans le métro, j'ai plus de métro à Bordeaux, mais on est dans le métro et j'ai pas envie de mettre le son. Ouais, donc, et le pire, c'est quand les gens mettent le son, ça nous énerve. Donc, sous-titrer les vidéos pour que les personnes puissent consommer ton contenu, on n'est pas en anglais, consommer tes contenus tout en, ton contenu vidéo, tout en pouvant continuer à faire autre chose. Prendre en compte la surcharge informationnelle. Alors, on a parlé de persona. Je ne suis pas allé très très loin dans l'UX avec des notions d'autres outils. Je te les enverrai si tu veux d'autres outils qui peuvent être intéressants en UX. Entre autres, un outil qui est très intéressant permet de pouvoir savoir les touch points, en gros, à quel moment dans la journée les gens vont interagir avec ta solution. Si tu vois que la personne va massivement interagir avec ta solution à 19h, 20h ou 21h, ce qui est le cas aujourd'hui, c'est pour ça que je garde le contenu court, 2 heures max, la personne a, en tout cas hors confinement, eu une journée complète de travail, s'est coltiné un tas de personnes que je ne qualifierais pas dans les transports, ou s'est coltiné des embouteillages dans l'autoroute,
peut-être elle a les enfants à côté d'elle, ou il a les enfants à côté d'elle. Donc, la surcharge en information, il suffit d'un petit truc pour qu'elle soit en overdose. Donc, il faut que tu l'accompagnes. Pourquoi est-ce qu'à ces heures-là, tu as des séries, des émissions comme Hanouna et j'en passe? Est-ce que tu as besoin de réfléchir quand tu écoutes Hanouna? C'est sûr. Non. Pas besoin de se réfléchir. En tout cas, je crois. Je ne vais pas insulter Hanouna, mais tu n'as pas besoin de réfléchir généralement. Pour quelle raison? Parce qu'ils ont compris qu'à cette heure-là, les gens ne peuvent plus réfléchir. Ce n'est pas qu'ils ne sont pas capables, c'est qu'ils ne peuvent plus réfléchir. Fiabilité technique, très importante. Un seul chiffre. Amazon avait détecté que en enlevant une seconde de temps de chargement, ils avaient augmenté de 100 millions leur chiffre d'affaires. Le chiffre parle de lui-même. Ton site doit être de qualité d'un point de vue technique, serveur et j'en passe. Inclure tous les internautes. Donc, j'ai parlé tout à l'heure des vidéos, mais j'aurais pu aller dans l'accessibilité carrément. Attention, il y a des gens qui pourraient. Alors moi, j'ai mes lunettes par exemple, parce que je n'ai pas de lentilles. Je devais remonter sur Paris chercher mes lentilles. Je devais remonter le mardi, mais à mardi midi, Macron a annoncé que confinement. Donc, j'ai mes lunettes pendant le temps du confinement. Je vois très bien, moi. Donc, il faut que tu prennes en compte ce facteur-là. Il y a des gens qui potentiellement ne pourraient pas voir suffisamment bien ton site. Donc, tu dois faire que les textes soient visibles, un contraste, des couleurs, taille de caractère, lisibilité impeccable. Surcharge d'informations, on en parle aussi. Ne pas trop de contenu. Alors, en SEO, par exemple, on te dit un mot-clé par page. Je te dirais même pareil en UX. Une notion importante par zone de contenu. Et pour finir, ajouter du social et des micro-fonctionnalités. Social, Facebook, Twitter, j'en passe. Comment? Qu'est-ce que tu entends par social et micro-fonctionnalités? Bouton de partage, c'est du social. D'accord. Okay. Même s'il y a des sites sur lesquels je me dis, je ne vois pas trop à quoi sert le bouton de réseau social, tu vois. Oui. La dernière fois, j'étais sur un site pour un comptable, je n'allais pas me loguer sur le site du comptable avec mon Facebook. Mais il est présent. À toi de me dire si c'est utile ou pas. Micro-fonctionnalité, pour que les gens aient cet effet waouh, intéressant. Ça peut se faire de diverses manières. Je vais prendre un exemple concret. Uber. Uber qui nous propose de suivre la course du conducteur Uber. C'est une micro-fonctionnalité. Pourtant, ça répond à un vrai besoin très important. Nous divertir durant l'attente. Si tu peux mettre en place des fonctionnalités de ce genre, qui te coûterait presque rien à développer, tu vas pouvoir garder les gens. Encore une fois, par contre, il faut réfléchir vraiment et trouver avec des enquêtes, des focus group, des interviews, quelle fonctionnalité t'intéresse à ta cible. Ça, il faut trouver. Ouais, ok. Alors, il faut trouver. Il y a un truc qui peut t'aider, c'est les partenariats à la rigueur. Si tu trouves que tu as un concurrent ou quelqu'un qui fait plus ou moins la même chose, ou quelqu'un qui cible la même cible que toi, les mêmes personas, fais un partenariat et t'inclus des fonctionnalités d'elle dans ton site et vice-versa. Ça peut aider les partenariats. Maintenant, chez les startups, on n'aime pas trop ça, jusqu'à qu'on comprenne que l'union fait la force. Donc voilà, si jamais tu identifies un allié potentiel, n'hésite pas à avoir des fonctionnalités que tu pourras intégrer chez toi et vice-versa s'ils sont d'accord pour le partenariat. Okay. Alors, on touche à la fin. D'autres facteurs qu'on ne va pas détailler ici, parce que ce n'est pas le but de ce meetup, j'en ferai un autre en mai sur la gamification, ou fin avril, parce qu'on attend le temps, là on verra. La gamification. Comment amener les gens à jouer de manière tout à fait sérieuse sur ton site. Tout à l'heure, je t'ai parlé de Duolingo auquel je me suis mis pour apprendre le chinois et l'espagnol en début de semaine. C'est de la gamification pure. Ils vont utiliser des techniques de jeux vidéo pour me garder connecté sur l'application. Si tu peux faire la même chose, fais-le. Ça veut dire quoi? Ça peut être par exemple des rewards ou des... comment dire en français, excuse-moi. Oui, je prends le terme en français, en anglais, un reward. Donc les rewards, voilà. Tu peux imaginer
des techniques d'engagement qui feraient que les gens vont revenir régulièrement. Voilà, tu as pas mal de notions que tu peux trouver. Alors, ce que tu feras, c'est que moi, si tu veux, je t'enverrai un article qui parle de Uber et tu verras comment ils ont utilisé la gamification pour pouvoir garder le plus longtemps possible les conducteurs sur la route. À chaque fois que le conducteur va, ou en tout cas, il détecte que le conducteur va s'arrêter de travailler, il lui envoie un petit message, par exemple, c'est un parmi d'autres messages. Ouais. Tu as atteint 325 € aujourd'hui. Si tu roules encore 20 minutes, tu atteindras 400 €. Ah ouais. Alors, quand tu es fatigué, mais on te dit que tu peux gagner 50 € en 20 minutes, tu te dis, je vais peut-être rester sur la route encore. Sauf que la prochaine fois, c'est pareil à chaque fois. Ça a généré des accidents, malheureusement. Je dis ça avec le sourire, mais ça a généré des accidents aux États-Unis. Donc, ils ont dû se calmer sur leur technique de gamification. Mais dans les faits, je sais, parce que j'ai des amis qui sont Uber, ils n'ont pas totalement arrêté non plus. L'idée, c'est quoi? C'est que les gens vont revenir régulièrement, comme pour un jeu sur ton site. À toi de trouver comment. Ouais, ok. Alors, c'est un cours à part entière. Hein. Lui-même, c'est 2 heures entiers, donc je ne vais pas entrer dans les détails. Si tu veux, tu as déjà mon mind map de ma formation. Donc, Ouais. tu peux très bien la garder. Et si tu suis mon groupe Meetup ou mon LinkedIn, j'annoncerai la formation gamification d'ici quelques jours, quelques semaines. Ok. Voilà pour la partie théorie. Maintenant, on revient à la pratique. Qu'est-ce que tu auras à faire? Eh bien, tu vas prendre le site de ton concurrent ou l'acteur qui fait plus ou moins la même chose, comme tu m'as dit, et tu vas devoir essayer de dérouler tout ce que j'ai expliqué comme outil, comme technique, persona, benchmark, quels sont les facteurs psychologiques sur lesquels tu peux jouer, le prix, la rareté, j'en passe, pour m'analyser si le site de ton concurrent est utile pour ta cible ou pas. Si tu peux le faire, tu auras fait un audit. Tu auras fait un audit dit UX. Alors, si tu veux faire un audit juste ergonomique, par contre, là, tu prendras, comme j'ai dit au début de cette formation, tu prends juste les éléments de différence et les défauts interpages, les défauts intrapage et ainsi de suite. Donc, si tu veux faire, tu peux faire que de l'ergonomie ou tu fais ergonomie plus UX et tu auras un audit intéressant sur lequel tu pourras t'appuyer pour pouvoir améliorer ton site par la suite.